Bonjour et bienvenue dans l'entretien France 24 Radio France Internationale. Nous sommes au Palais présidentiel de Dakar. À mes côtés, Laurent Corot de RFI et notre invité aujourd'hui est le président du Sénégal, Abdoulaye Wade. Monsieur le Président, merci de nous recevoir. Je vous en prie. Alors, vous êtes président, mais vous êtes aussi candidat à la réélection. L'élection est prévue le premier tour le 26 février. Il y a eu des rumeurs sur votre état de santé. Est-ce que vous vous sentez prêt? Est-ce que vous vous sentez d'attaque pour une campagne qui risque d'être rude? Jugez vous-même, je me sens très bien pour faire une bonne campagne électorale. Lors du 26 février prochain, Monsieur le Président, vous ferez face à une concurrence importante qui va venir à la fois de la société civile, de l'opposition traditionnelle, également de gens qui ont quitté votre majorité. Est-ce que vous avez l'impression que la bataille sera plus difficile qu'en 2007 ou est-ce que vous espérez rééditer votre score de 56%? Non, vous savez, je pars dans un combat sans rival, pratiquement. Donc vous pensez être réélu dès le premier tour? Absolument, sans aucun problème. Ils ne font pas le poids devant moi quand même, franchement. D'accord. Il y a une autre personnalité, il y a de nombreux candidats, mais il y en a une qui s'est lancée très récemment, c'est Youssou N'Dour. Quelle est votre réaction à sa candidature? Je lui souhaite beaucoup de chance, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Vous ne voulez pas en parler? Non, absolument pas. À la fin du mois de janvier, Monsieur le Président, 29 jours avant le premier tour du scrutin, le Conseil constitutionnel aura à se prononcer sur la validité de votre candidature, une candidature qui continue à faire polémique ici au Sénégal. Que ferez-vous si le Conseil constitutionnel décide d'invalider cette écoutez, candidature? parlons-en de cette candidature. Depuis plus de 2 ans, la stratégie de l'opposition a été qu'il faut tout faire pour que le président Wade ne se présente pas. C'est quand même paradoxal. Nous sommes dans une république démocratique. Un citoyen a le droit de se présenter autant que la Constitution le lui permet. Mais sachant parfaitement qu'ils ne peuvent pas faire le poids devant moi, ils ont tout fait pour que je ne me présente pas. Ils m'ont d'abord fait tous les charmes en me disant « vous êtes le père de tout le monde », enfin, etc., etc. Et puis ensuite, ils ont fait des pressions par des manifestations de rue. Pour que vous croyez que c'est la démocratie, ça? Faire des pressions de rue pour pousser quelqu'un à ne pas se présenter à une élection. Ils ont brûlé, pendant toute une journée, ils ont brûlé les maisons, ils ont fait beaucoup de dégâts, simplement parce que c'est une stratégie qui est dynamique. Hein. Quand ça ne va pas, ils changent. À un moment donné, ils ont essayé de convaincre mes amis de l'Occident, aux États-Unis ou en France, que si jamais je déclare seulement ma candidature, le Sénégal sera à feu et à flamme. Et c'est ça qu'ils ont voulu prouver, c'est ça qui les a amenés à faire des violences. Et ils ont bien vu que ça n'a pas marché puisque j'ai été présenté par mon parti et par la coalition qui me soutient. Et alors ils ont dit, maintenant voilà, c'est le jour des élections que tout va brûler. Mais ça ne brûlera pas, rien ne brûlera du tout, parce que nous sommes un État organisé, un gouvernement. Nous prendrons toutes les dispositions pour que des ambitieux qui refusent de passer par le verdict du peuple ne viennent pas incendier le pays. Ils nous ont surpris une fois, le 23 juin, parce que nous ne nous y attendions pas, mais maintenant je peux vous assurer que c'est fini, c'est terminé. Ils ont amené certains congressmen américains, de mes amis, ils les ont effrayés en leur disant, vous savez, votre ami Wade, ça va brûler au Sénégal et il risque d'y perdre la vie, donc il faut le conseiller pour qu'il ne se présente pas. Vous vous rendez compte, c'est procédé? Je vous repose ma question, Monsieur le Président. Si le Conseil constitutionnel invalide votre candidature... Mais écoutez, moi je respecterai la décision du Conseil constitutionnel. Mes décrets, comme dans toute démocratie, parfois sont cassés par le Conseil d'État, j'accepte. Mais vous êtes confiant? Ça ne me pose aucun problème. J'ai suffisamment fait pour ce pays et pour l'Afrique. Si je devais me retirer, je me retirerai en beauté. Seulement, le problème, c'est que j'ai le sentiment que j'ai encore une mission à terminer au Sénégal, et je crois que c'est le sentiment de la majorité des Sénégalais. Maintenant que certains
pensent utiliser des voies autres que la démocratie pour arriver au pouvoir, ça c'est très regrettable. Est-ce que justement c'est quelque chose que vous craignez, un embrasement? On a entendu des gens de l'opposition Il n'y aura pas d'embrasement. Je vous garantis qu'il n'y aura pas. Mais tous les jours, ils disent qu'il va y avoir un embrasement. C'est fini. Mais certains parlent de milices, de nervis qui prennent un petit peu les choses en main dans la rue. Est-ce que pour la démocratie, ce n'est pas quelque chose de négatif? C'est-à-dire que vous savez, la légitime défense, ça existe. Alors, croire qu'ils vont se lancer dans les rues, casser, brûler, sans la réaction des populations et sans la réaction de mon parti, je le dis très franchement, c'est se faire des illusions. On ne les laissera pas détruire le Sénégal. Monsieur le Président, dans vos vœux, vous avez parlé de gouvernement de large union nationale. Est-ce que ça veut dire que si vous êtes réélu, comme vous l'espérez, vous allez gouverner différemment, et si oui, comment? Différemment, non, parce que ma façon de gouverner a donné d'excellents résultats, hein, que tout le monde constate, tous ceux qui sont de bonne foi. Mais j'élargirai le gouvernement, j'élargirai la majorité. Pourquoi? Parce que ces élections qui viennent constituent un turning point dans l'histoire du Sénégal, puisque tous les hommes politiques âgés, comme moi, ou l'opposition, parce que nous sommes de la même génération, hein, on parle souvent de mon âge en oubliant que le chef de l'opposition est plus âgé que moi. Makhtar Mbow est plus âgé que moi, d'au moins 6 ou 7 ans. Il est vrai qu'en Occident, on ne comprend pas toujours les avantages d'être un homme âgé et en bonne santé, parce qu'on représente la sagesse, on est une référence, etc. Alors, donc, les élections, les prochaines élections, l'hypothèse la plus probable, que je gagne, cela veut dire quoi? Cela veut dire que tous ces gens de ma génération vont être remplacés par les jeunes générations dans leur parti. Et ça, c'est une réalité, parce qu'ils ne vont pas encore attendre ici pendant 7 ans. Les jeunes et ces partis ont envie de vivre, de se battre et de participer aux activités politiques. C'est-à-dire, finalement, je serai le seul de ma génération à la tête du Sénégal. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais préparer mon parti, la même génération dans mon parti, à disputer le pouvoir je ne sais pas quand. Si je dois partir, j'organiserai des élections libres et démocratiques. D'ailleurs, je ne serai pas ici si j'organise des élections. Je peux être ici, la Constitution le permet, mais je ne serai pas ici. Je serai en dehors du palais et on organisera des élections. Mais ces élections vont se dérouler entre les Sénégalais de la même génération, du pouvoir et de l'opposition. Les dinosaures, comme eux et moi, nous serons en dehors du système politique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sera une alternance générationnelle. Si bien que, au fond, quand on regarde de près, il se trouve que ma mission aujourd'hui, c'est de préparer une alternance, non pas Samba qui remplace Demba, mais une alternance générationnelle. Et ce sera quelque chose de tout à fait nouveau. Parce que nous autres, nous traînons des conflits que nous avions quand nous étions étudiants en France. Hein. C'est ça que nous traînons ici, les marxistes, les nationalistes, les libéraux. Alors tous, on sera en dehors de la scène politique. Et les nouvelles générations, quand je regarde, ceux de l'opposition, du Parti socialiste et ceux qui sont chez moi, ils n'ont pas ces problèmes idéologiques que nous traînons. Donc ce sera un autre Sénégal, un Sénégal de technocratie, de compétences, et non plus un Sénégal de gens qui font des discours politiques sans absolument aucun contenu. Une question sur la Casamance, Monsieur le Président. On a assisté ces dernières semaines à une recrudescence des attaques sur des positions militaires par le MFDC. Si vous êtes réélu, qu'est-ce que vous proposez pour résoudre cette crise de la Casamance? Oui, vous savez, je vais vous dire une chose. J'avais dit à l'époque, quand j'étais élu pour la première fois, j'avais dit que j'en avais pour quelques mois pour résoudre le problème de la... Je le croyais.
M. Diouf le croyait. Le commandement militaire le croyait, puisqu'ils sont venus me dire, à l'époque, quand j'étais ministre d'État, avec l'assentiment de M. Diouf, Monsieur le ministre d'État, nous considérons que vous êtes le seul à pouvoir résoudre le problème de la Casamance. Et c'est vrai, je me promenais librement en Casamance, mais militant aussi. Un des chefs de guerre était un ancien président d'un secteur de mon parti, donc j'avais les contacts directs avec les gens du maquis qui me permettaient de penser que je pouvais y arriver. Malheureusement, tel n'a pas été le cas, parce qu'il y a toujours ce M. Salif Sadio qui était soutenu par Laurent Gbagbo, parce qu'il est parti en Côte d'Ivoire, il a séjourné là-bas 2 ou 3 fois, financé, armé, et qui est celui qui nous cause le plus de problèmes aujourd'hui. Mais si je suis réélu, je vais m'efforcer véritablement de résoudre la question. Je dois vous dire que j'ai pensé à une idée, j'en ai parlé au Casamance l'autre jour. Il est hors de question d'internationaliser ce conflit qui est un conflit local, national, mais je connais les gens de Saint-Egidio, parce que j'ai travaillé avec eux quand j'étais dans l'opposition et quand je faisais des missions de réconciliation, de conciliation, surtout quand ils travaillent sur le Mozambique. Ce sont des amis et j'ai demandé qu'ils viennent pour être des facilitateurs, en quelque sorte, entre le gouvernement du Sénégal et la tendance de Salif Sadio pour qu'on arrive à régler cette question. Vous savez, nous avons été souvent à 2 doigts de récupérer les armes du MFDC. À 2 doigts. Parfois, ils nous ont dit, tel jour, on vous donne les armes, et on a préparé même un camp avec des chambres, tout ça, pour qu'ils puissent venir, mais cela n'avait pas fonctionné. Mais je continuerai toujours à faire en sorte que la paix puisse s'installer en Casamance. Je ne désespère pas. Alors, si vous me permettez, vous avez mentionné le nom de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo est aujourd'hui devant la Cour pénale internationale à La Haye. Il avait été arrêté avec l'aide de troupes françaises en Côte d'Ivoire. Quelle impression ça vous fait quand vous voyez cette image de Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale en Europe? Alors, Laurent Gbagbo, qui n'est pas mon ami, c'est connu, il est socialiste, moi je suis un libéral. On s'est battu amicalement, comme on dit, on s'embrasse quand on se rencontre dans les réunions internationales, alors qu'en réalité, il y a toujours eu une très sourde rivalité. Quand il s'est trouvé en difficulté avec son opposition, il m'a appelé. Je suis allé, j'ai essayé de réaliser un consensus sur les 500 000 inscrits qui étaient contestés de part et d'autre. Alors, je l'ai souvent conseillé. Il ne m'a pas écouté. Il s'est lancé dans la violence, surtout. Battu aux élections, il a refusé d'obtempérer. Avec tout ce que ça a entraîné, des morts, beaucoup trop de morts, beaucoup trop de pertes de vies humaines. Maintenant, il est poursuivi par une juridiction internationale dont le Sénégal est le premier pays ratifiant. Par conséquent, il faut laisser cette juridiction poursuivre son travail. Vous, en tant qu'Africain, comme personnalité attachée à la Renaissance africaine, ça ne vous dérange pas qu'il soit jugé par une juridiction internationale et non pas en Afrique? Ça me dérange, parce que j'estime que l'Afrique aurait dû avoir ses tribunaux pour juger les Africains. Mais ça me dérange, moi, en tant que panafricaniste. Mais on a créé parfois des tribunaux comme le tribunal de la Sierra Leone ou le tribunal d'Arusha. Mais nous aurions dû avoir des tribunaux pour cela. Cela n'a pas été fait. Mais le tribunal pénal international, c'est différent. C'est un tribunal pour tous les criminels, tous ceux qui ont commis des génocides et qui ne sont pas jugés dans leur propre pays,
Et je trouve que c'est une justice internationale qui est tout à fait normale, puisqu'encore une fois, le Sénégal est le premier pays qui a ratifié le traité de Rome qu'il a institué. Alors justement, Monsieur le Président, en janvier, l'Union africaine aura à se pencher à nouveau sur le dossier Hissène Habré. Vous savez qu'il y a deux solutions actuellement envisagées. L'extradition vers la Belgique, un éventuel départ vers le Rwanda. Quelle solution recueillerait plutôt votre avis? Oui, vous savez, là aussi, quand on a vu que personne ne voulait juger Hissène Habré, moi je me suis porté volontaire. Parce qu'encore une fois, je n'admets pas, en principe, qu'un Africain, qu'on soit obligé de l'envoyer à l'étranger pour le juger. Alors, donc, nous sommes portés volontaires et tout le monde a accepté, tout le monde, l'Union africaine, nos partenaires d'Europe, d'Amérique et tout le monde a dit, le Sénégal est connu pour être un pays de justice, des magistrats compétents, une justice indépendante, on est d'accord. Mais j'ai eu des difficultés d'ordre juridique. L'Union africaine qui a été saisie a laissé trois possibilités au Sénégal. Juger Hissène Habré, l'extrader en Belgique, ou l'autre possibilité, créer justement ce tribunal selon certaines normes internationales. J'ai dit non. Si bien que j'ai saisi de nous la Cour d'appel de Dakar, la Cour d'appel de Dakar est actuellement saisie, d'une demande de la Belgique. Parce que la Belgique aussi, elle dit qu'elle demande l'extradition de M. Hissène Habré, mais elle ne respecte pas les formes de droit. Ce n'est pas par une lettre à un ministre des Affaires étrangères qu'on demande l'extradition. C'est quelqu'un, il y a des formes, il faut que ça passe par un juge, le juge saisi du dossier, qui émane un mandat d'arrêt international et qui demande une extradition. Les Belges n'avaient pas à respecter ces principes. Maintenant, je pense qu'ils l'ont fait. La Cour d'appel est saisie et incessamment, elle va trancher la question. Et très probablement, Hissène Habré va être renvoyé en Belgique. Je ne l'aurais pas fait avant si je n'avais pas l'aval de l'Union africaine. Donc l'Union africaine me dit que c'est une possibilité. Et donc si la Cour d'appel décide de l'extrader, je l'extraderai. Donc, juste en deux mots, vous êtes prêt, si les formes sont respectées, à ce qu'il aille en Belgique? Absolument. Parce que j'ai le couvert de l'Union africaine. Auparavant, je ne l'aurais pas fait. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président. Merci à Laurent Corot de Radio France Internationale. Et merci à vous d'avoir suivi cet entretien depuis le salon de musique du Palais présidentiel de Dakar.